Bonjour Philippe Grenigne, merci de nous accorder cette interview. Nous allons commencer peut-être par parler de votre parcours, qui vous êtes, quelles ont été vos influences dans le filmique, qui vous a influencé pour votre cinéma. Alors, disons, je suis né en Allemagne, j'ai grandi entre l'Allemagne et l'Amérique. Et j'étais pas du tout influencé du cinéma. Je voulais toujours être astrophysicien. Et à un certain point, mes parents m'ont donné une caméra qui ne marchait pas avec mon télescope. Alors, j'étais obligé de photographier des objets, surtout sur Terre. Et après un certain point, j'ai commencé à vraiment aimer la photographie. Mais je n'allais jamais au cinéma, il faut dire. Quand j'étais adolescent, j'ai vu quelques films d'Andy Warhol et de Hockney. Alors vraiment, les films d'art, le cinéma commercial ne m'a jamais intéressé. Et puis j'ai regardé tout le temps l'art contemporain. C'était ça la chose que j'aimais. Et je ne sais pas exactement pourquoi, à 19 ans, j'ai décidé de devenir réalisateur. Alors j'ai fait l'école de cinéma à Munich. Et le seul vraiment réalisateur qui m'a marqué fort, c'est peut-être Tarkovsky, que j'ai connu quand j'avais 19 ans, 20 ans. Et bon, après, j'ai travaillé dans les équipes et à un certain point, on me demandait si je voulais être directeur de production. Et à ce point-là, j'ai décidé non, absolument pas. Je veux absolument être artiste, mais dans le cinéma. Et c'est comme ça que j'ai commencé dans l'école de cinéma déjà. Déjà, disons, mon tout premier film, on nous a demandé de réaliser un film de 15 minutes. Et là, j'ai déjà réalisé un film euh, de 105 minutes. Alors, un long métrage, plutôt par accident, parce que je n'avais pas un scénario. Je me fais construire un studio. Et j'ai commencé de faire un film sur un enfant autistique. Et après, heureusement, ça a gagné quelques prix et comme ça, j'ai pu survivre à l'école de cinéma. Et donc après l'école de cinéma, vous avez commencé à travailler sur des films des autres, ou vous avez décidé de tout de suite démarrer sur vos propres... Non, non, j'ai jamais, après que j'ai quitté, disons, le travail dans l'équipe de cinéma, etc., j'ai plus jamais travaillé pour des autres, sauf comme coproducteur. Et il y a vraiment, c'est flou, la transition entre l'école de cinéma et la carrière, c'est très flou parce que le film que j'ai fait pour fin d'études, ça a déjà gagné le Léon Bronze à Locarno et c'était déjà à Sundance, etc. Alors c'était vraiment une transition très... parce que quand j'étais dans l'école de cinéma, j'allais pas grand-chose aux leçons, etc. Parce que j'avais pas le temps. J'étais en train de produire mes films dans le cadre de l'école comme tous les autres gens qui font le cinéma dans les écoles aussi. Moi, maintenant, je suis professeur dans deux académies, une à Cologne, une à Munich, une pour le cinéma, une pour l'art contemporain. Et c'est la même chose, c'est que les étudiants qui veulent vraiment faire leur chose, ils n'ont pas grand temps pour écouter c'est ce qu'un professeur leur dit. Ils sont en train de réaliser leur rêve, c'est ça. Et comment du coup vous avez acquis la technique, puisque comme vous êtes directeur de la photographie, monteur sur l'ensemble de vos films, vous l'avez appris à l'école ça, ou c'est la technique et ensuite vous avez expérimenté la photo? Comment c'est venu? Disons, la technique, c'est pas une chose, c'est pas des miracles. Quand j'ai commencé de travailler dans les équipes cinéma, on disait que c'est que l'équipe de caméra qui a le droit de même toucher aux appareils des caméras, etc. Tout ça, c'était une mystification. Maintenant, tout le monde a réalisé qu'on puisse faire des films. Vous le faites maintenant avec un iPhone. Et mais ça, c'est juste un aspect très contemporain de la digitalisation, mais juste même avant ça, c'était clair que la technique n'est pas une chose, un énigme. C'est quelque chose que si on la regarde un peu logique, on va la comprendre et on peut la maîtriser. C'est très facile. D'ailleurs, dans l'Académie de cinéma, là, on avait un professeur de technique qui était très, très, très doué. C'est pour ça qu'il y a plein des gens qui sont sortis de l'Académie à Munich
qui techniquement sont très forts, parce qu'il a toujours dit à nous qu'il faut absolument que tu comprends, c'est ce que ton caméraman, c'est ce que l'ingénieur du son est en train de faire. Parce que toi, comme réalisateur, tu dois être capable aussi de dire, ça, c'est ce que tu fais là, c'est peut-être pas la voie juste. Alors, on a été formé un peu pour comprendre la technique. Alors ensuite, j'ai une question par rapport à ce que vous avez dit, puisque vous avez dit être plus influencé finalement par l'art contemporain. Complètement. Et pourquoi ensuite dans vos films, vous avez finalement introduit de la fiction, des histoires, vous racontez des histoires, alors que vous auriez pu rester sur du cinéma complètement expérimental ou bien faire des performances comme le font par exemple Bill Viola. Voilà, qu'est-ce qui vous a donné envie à un moment de raconter des histoires et pas être simplement dans l'art contemporain ou dans juste exprimer quelque chose et pas forcément à travers une histoire écrite comme La femme du policier ou votre dernier film Mon frère s'appelle Robert et Oui, c'est un idiot. mais c'est pas exactement comme ça. C'est que le tout premier film, il n'y avait pas un scénario fini, pas du tout. Le deuxième film, c'était une chose très très expérimentale sur un mec qui va, who's running amok, comme on dit tant. Et c'est Hito Steyerl, qui est maintenant une des vidéo-artistes les plus célèbres, qui a fait la caméra. Quand elle avait 19 ans, je l'avais connue et je l'avais demandé de faire ça. Et on a fait ça ensemble, un film très très expérimental. Et après, on a fait un autre film ensemble aussi. Après, j'ai fait Les Terroristes. Là, dans les 3 premiers films, il n'y avait jamais de scénario écrit. Moi, je ne crois pas du tout qu'un scénario soit une nécessité. En effet, c'est une perversion d'une manière parce que c'est tout un autre médium, l'écriture, que le cinéma. Alors, c'est pervers un peu que nous, comme metteurs en scène, on nous demande d'écrire un scénario pour donner à ceux qui nous donnent le financement un peu de sécurité. C'est comme si tu demandais à un architecte d'écrire une pièce de musique pour illustrer ce qu'il veut construire comme bâtiment. Mais la musique n'a rien à voir avec l'architecture. Même chose. Alors, aussi La femme du policier, il n'y avait pas du tout de scénario. Alors, comment vous travaillez s'il n'y a pas de scénario? Comment ça se passe concrètement? Oui, c'est assez intéressant. C'est que le problème, c'est à un certain moment, après Les Terroristes, qui était un film sur comment faire exploder le chancelier Kohl avec des explosifs plastiques, on m'a plus donné de l'argent sans scénario parce que ça créait un grand scandale en Allemagne et il a essayé d'empêcher le film de sortir, etc. Alors après, on avait un peu peur de moi. Mais avant ça, j'ai pu travailler comme ça. Alors j'ai une idée. J'ai une idée dans laquelle je connais déjà tous les personnages, je connais tous les lieux, je connais l'atmosphère et disons un peu le déroulement des choses. Après, on se met en marche. J'ai toujours fait construire tous mes décors, toujours dès le début. Alors même dans l'école de cinéma, les premiers films, j'ai fait construire un grand studio. Pas parce que je savais exactement qu'est-ce qui se va passer dans cet espace-là, mais je savais exactement que j'ai besoin de cet espace et de ces lignes optiques, des optical axes, etc. Et après, il y a un effet très intéressant. On écrit plein de petits éléments des scènes, etc. On a plein de papiers, des petites fiches où je mets qu'est-ce que je pense qui pourra entrer dans l'histoire. Et au fur et à mesure, dans le processus du tournage, il y a une sélection naturelle de qu'est-ce que je vais vraiment réaliser de ces scènes-là et qu'est-ce que je vais laisser tomber, juste à cause du temps, parce que je n'ai pas le temps de réaliser tout. C'est ce que ça fait. Ça fait qu'il y a des éléments beaucoup plus poétiques, beaucoup plus minimalistes qui entrent dans le film que si on travaille avec un scénario. Parce qu'un scénario, tu as toujours il y a une dominance de la logique, des actions, de la suspense. Alors un élément comme par exemple dans La femme du policier où elle se met contre les vitres de la fenêtre, elle regarde un insecte et elle commence à faire une petite chanson avec son doigt sur les vitres.
si tu le lis dans un scénario, tu vas à un certain point le couper parce que tout le monde te dira que ça, c'est pas vraiment nécessaire point de vue dramaturgique. C'est pour ça que les films, quand on les base sur un scénario, ils deviennent trop utilitaristes, disons, trop manipulatifs, et c'est beaucoup plus facile de faire quelque chose de poétique sans scénario. Mais dans le cas de Robert, là, c'était vraiment un scénario qui était absolument fini, abouti, parce que je l'ai écrit pendant la période où on ne me donnait pas l'argent sans scénario. Et pourtant, vous aviez eu de l'argent pour La femme du policier qui était Oui, sans mais scénario. ça, c'était pas... Et disons qu'après les terroristes, j'étais un peu comme un enfant terrible de l'industrie cinéma allemand. Alors on a dit que oui, il est doué, mais il faut absolument qu'il nous dise avant c'est ce qu'il va faire. Alors j'ai fait L'amour, l'argent, l'amour avec Sabine Timoteo, avec laquelle j'ai aussi écrit Mon frère Robert. Et c'était sa première film. Et puis là, j'avais besoin d'un scénario tout complet. Après, j'ai fait Les Grands Silences. Là, évidemment, comme c'était un documentaire, il n'y avait pas un scénario, comme c'était devenu un succès mondial et on a eu le prix européen, etc. Et on a gagné à Sundance, tout ça. Alors j'avais, disons, un certain respect. Et là, j'étais dans la position de dire, bon, si vous voulez mes films, il faut aussi que vous respectez ma manière de travailler. Et moi, j'aime pas les scénarios. Alors ça, là, de tout un coup, ça devenait possible de nouveau de travailler sans scénario. Maintenant, je m'en doute si sans scénario, j'aurais de l'argent maintenant. Mais maintenant, la situation a changé. Tu peux faire un film avec 40 000 euros. oui, Ça a changé tout à fait. d'accord. Et alors, par exemple, sans scénario, comment vous travaillez avec les comédiens, du coup, sur les dialogues et tout ça? Oui, ça c'est intéressant. Pour les comédiens, c'est un peu une question de confiance. D'ailleurs, je ne suis pas le seul. Il y a beaucoup de gens qui travaillent sans scénario. Wong Kar-wai, il n'a jamais travaillé avec un scénario fini. Il a toujours travaillé de ces manières-là. Il prend une vedette hongkonnoise, puis il fait construire un studio, puis il a un auteur qui est présent pendant le tournage et de fur et à mesure, il va écrire les nouveaux scènes. Parce qu'il observe ce qui se passe sur le set. Alors, il a des idées beaucoup plus vivantes, comme si on se trouvait devant un mur blanc en train d'essayer d'imaginer l'histoire. Quand tu as vu ce que s'est passé avec les acteurs hier, tu peux beaucoup mieux écrire ce qui se passera demain. Et d'ailleurs, dans le commencement du cinéma, aussi dans les années 20, dans le cinéma français, les auteurs étaient présents sur scène. Ils n'écrivaient pas des années avant de réaliser les films, ils écrivaient en train de réaliser les films. Alors, bon, ayant dit ça, pour les acteurs c'est difficile, parce que pour les acteurs maintenant, ils ont aussi pris l'habitude de vouloir contrôler leur rôle, de vouloir être les maîtres de ce qu'ils font, d'avoir le propre image, etc. Tout ça, c'est plus difficile quand tu travailles sans scénario. C'est ce que beaucoup de gens font. Tout le cinéma asiatique, c'est pas basé vraiment sur les scénarios. Mais il y a un effet très beau que, comme les acteurs n'ont pas le temps de comprendre et mémoriser les textes jusqu'au point de pouvoir en faire une forme très consciente, on arrive à une performance beaucoup mieux des acteurs. Pour eux, c'est très épuisant, c'est très difficile, parce qu'ils ont besoin de la confiance et de se laisser tomber dans ce qui va se passer. Mais par exemple, dans Mon frère Robert, il y en a des scènes où j'ai donné les textes. Normalement, je donne le texte, disons, dans la matinée. Je donne le texte que j'ai écrit pendant la nuit, le soir, je donne aux acteurs. Alors, ils ont très peu de temps de mémoriser les textes. Mais c'est une illusion de penser qu'on a besoin du temps pour mémoriser un texte. Tu peux le regarder 2 fois, tu le regardes 5 minutes, et après tu l'auras plus ou moins là, présente. Et ça viendra quand l'autre personne te parle. Ça viendra beaucoup plus naturel, parce que tu ne l'as pas comme une forme devant toi, mais en réaction à ce que dit l'autre, tu retrouveras ce que tu as vu il y a 5 minutes. Et c'est comme ça qu'on a fait beaucoup des scènes. Par exemple, la scène
où il parle du météore qui passe, la scène à la fin quand Eric est déjà otage et il parle de la durée. C'est des textes que je lui ai donné 2 minutes avant le tournage. Un peu comme Godard a fait avec ses acteurs aussi. Oui, et Godard est un bon exemple, parce qu'il faut dire qu'on peut dire de Godard c'est ce qu'on veut, mais il est, en tout cas, il est un cinéaste super important et un révolutionnaire de ce que c'est le cinéma, mais surtout, il a cassé la forme théâtrale du cinéma qui est pleinement revenue maintenant. Quand tu regardes maintenant la télévision, tu as l'impression que c'est des gens qui viennent d'une autre planète, qui parlent un langage télévisé. C'est pas le langage, et ils ne se comportent pas, et ils vivent dans des maisons beaucoup plus grandes, et ils ont des voitures. Tout ça, c'est un peu gonflé, disons. Et là, Godard, il a vraiment cassé ça, en mettant des gens devant la caméra et leur donnant l'espace, mais aussi l'urgence de se comporter naturellement, parce qu'il n'y avait pas le temps de contrôler leur propre image. Tu vois, quand tu prends un acteur et tu lui dis, bon, oui, ça c'est le texte, et lui dit, bon, j'ai besoin d'une semaine pour l'apprendre, et tu dis, oui, j'ai tout compris, mais la réalité c'est que maintenant je mets la caméra en marche et on commence. À ce moment-là, il y a une vitalité de l'acteur qui va sortir. Pour revenir au film, donc la jeunesse du film, qu'est-ce qui vous a donné envie de parler de cette histoire de gémelléité? C'est quoi la genèse, l'envie de parler de ça? Mêlé à la philosophie, bien entendu. Le film, il est né quand moi et Sabine Timothée, on a fait un voyage en Italie avant le tournage de L'amour, l'argent, l'amour, en effet. Et on parlait de cette histoire. Je savais que je veux faire ce film. Je savais qu'il y aura une station d'essence, frères et sœurs, préparation au baccalauréat en philosophie. Et l'idée de prendre des jumeaux, ça sortait, disons, instinctivement. Et après, j'ai réalisé que ça a vraiment quelque chose à voir avec le temps. Parce que, si point de vue psychanalyste, tu parles de c'est ce que c'est le temps, c'est un élément de c'est ce que les analystes ils appellent la triangulation. Ça veut dire qu'il y a un objet dont tu as besoin, ta mère, ton père, qui n'est pas présent. Alors tu t'imagines un autre objet, tu t'imagines quelque chose d'autre pour survivre ce moment d'absence. Et avec les jumeaux, bien sûr, il y a tout à fait un autre mécanisme, parce que quand ils sont très 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 petits et quand les parents ne sont pas là, ils sont toujours entre eux. Ça veut dire que entre les jumeaux, il y a vraiment un autre concept de temps qu'avec ceux qui sont nés sans jumelles, sans jumeaux. On dit jumelles ou jumelles? Oui. Jumelles, oui. Alors, ça, au fur et à mesure, j'ai réalisé ça et ça m'intéressait beaucoup. Et puis, j'ai fait le film La femme du policier. Là, c'était des petites filles de 4 ans qui sont des jumelles. Et j'ai vu comment ils se comportent entre eux. Et là, ça m'a convaincu beaucoup. Mais point de vue philosophique, c'est l'histoire de dire les jumelles ne sont pas vraiment dans le cadre du temps comme les autres le sont. Ils ont une espèce de bulle de temps entre eux qui est séparée du monde du temps qui est le temps entre les autres. Et ça, c'est intéressant parce que ça veut dire que le concept du temps, évidemment, est quelque chose qui est créé par l'être humain. Et pourquoi avoir introduit autant de philosophie dans le film? C'est parce que vous aimez la philosophie, vous lisez beaucoup les philosophes, Heidegger, Augustin. Le cinéma, c'est toujours, quand on fait du cinéma, on fait toujours un travail sur ce que c'est le temps. Parce que le film, c'est le médium qui travaille le plus fort avec ces médiums du temps. Alors il y a l'image, le son et le temps. Ça, c'est les 3 éléments du cinéma. Et aussi Le Grand Silence, c'est un film que sur le temps. Aussi mon tout premier film avec l'enfant autistique, c'est un film que sur le temps.
je pense que ça me fascine, c'est ce que c'est le temps, parce que évidemment c'est la seule réalité que nous avons, mais au même temps c'est une chose qui semble nous échapper tout le temps, mais en réalité c'est la seule chose qui existe, parce que, disons, tous les objets matériaux, etc., ils ont tout un autre temps que nous. Si vous mouriez maintenant, votre iPhone continuera. Oui. Alors, on n'a rien à voir avec ce monde des objets, et c'est que nous qui avons une conscience du temps. Et pour en parler au film, ça m'intéressait de faire un film où, en même temps, on parle du temps, point de vue intellectuel, mais aussi il y a, disons, une histoire où l'élément du temps est un élément central de la relation entre les personnages. C'est pour ça qu'ils sont jumelles. Et où aussi le temps commence, disons, à se défaire à fur et à mesure dans l'histoire. Il y a le moment où de tout d'un coup, il y a deux Robert, vous vous avez rendu compte peut-être. Il y a un moment où Elena, elle semble être présente dans deux lieux dans l'espace en même temps. Il y a un moment où de tout d'un coup, on voit une roche très grande dans le champ qui n'était jamais là avant. Étrangement, le spectateur accepte tout ça sans s'y scandaliser trop, parce que la deterioration, comment on dit ça? La détérioration du temps arrive si subtilement que on accepte tout ça, même que si vous étiez ici 2 fois dans cet espace maintenant, je serais assez choqué. Mais dans le film, là, de tout d'un coup, ça paraît comme une chose naturelle. Alors c'est vraiment un film dans lequel l'exercice de ce que c'est le temps est fait dans les dialogues, mais aussi dans le traitement du temps, dans les éléments filmiques. Le décor, beaucoup. Oui, le décor aussi, parce que là, il y a une espèce d'éternalisation. On voit les montagnes derrière, on voit bien que ces montagnes-là, ça fait quelques millions ans qu'ils sont là. Et en même temps, il y a une unité de lieu, c'est-à-dire que là, vous avez raconté, je crois, que vous avez repeint. Oui, parce qu'on a tourné pendant 3 mois presque. Alors il a fallu récolorer le blé. Et bon, oui, et on a construit toute cette station d'essence, etc. On a construit une partie de la rue même. On a loué tous les champs autour pour contrôler les couleurs, parce que moi je viens de l'art, alors je voulais vraiment que l'ensemble des couleurs qu'on voit, que c'est quelque chose qui fonctionne. Et donc à un moment dans le film, au bout des 2 heures, où en effet on perçoit que la bulle se crève en fait, il y a quelque chose entre les deux qui est en train de se crever, qui vient par tout à la fois le sexe, le pari, le pari sur la voiture, etc. Et toute la dernière demi-heure du film qui est violente et sexuelle. Et voilà, d'un seul coup s'introduit, après 2 heures de presque plénitude, on va dire, où on est avec les insectes, la nature, donc la bulle se crève d'un coup. Et moi j'avais envie de savoir justement ce que ça signifiait pour vous. En tant que spectatrice, j'ai ressenti ça en me disant, mais est-ce que pour passer à l'âge adulte, puisque la dernière scène où elle fait son oral de philosophie, est-ce que le passage à la violence, au sexe, à la mort est absolument nécessaire pour devenir adulte? C'est un peu la question qu'on peut se poser. Je pense pas. Je pense que non. Le passage par la violence et le sexe, c'est pas nécessaire pour arriver à être adulte. D'ailleurs, comme j'ai vécu avec les moines dans le monastère, là, il y a plein de gens qui n'ont jamais eu du sexe et ils sont quand même des gens très très adultes. Mais c'est un peu autrement que vous dites. C'est pas que la bulle des jumelles se crève, c'est plutôt qu'elle s'élargit. Elle s'élargit de plus en plus afin qu'à un certain point, les deux, ils ont l'impression que maintenant, toute la station d'essence aussi, Eric, tout ça, c'est entrer dans leur bulle, et ça veut dire que c'est eux qui en sont les maîtres. Et évidemment, je ne veux pas dire trop du film, mais évidemment, il y a une raison pour laquelle
ils ont l'impression que maintenant, il faut que Eric ne soit plus là. Parce qu'il les a vus. Et il y a un certain moment où ils ont l'impression que maintenant que ils veulent, les deux, les jumelles, ils veulent que le monde ne soit que leur bulle, ne soit que leur propre temps. Parce que sinon, ils auront besoin de se séparer. Et ça, ils ne veulent pas. Alors, d'une certaine manière, ils veulent arrêter le temps. C'est pour ça que ça devient si violent à la fin, si sexuel, etc. Tout ça, c'est des tentatives d'arrêter le temps, de rester des enfants presque, pour toujours. Et ça marche pas. Ça ne peut pas fonctionner. Non, ça marche pas. Même avec tout le sang, etc., ça marche pas. On ne peut pas rester enfant. Non, on peut pas rester enfant tout le temps, mais qu'est-ce que, voilà, pour vous, c'est, alors, si vous deviez, on va pas parler du film, puisque j'espère que les spectateurs vont aller le voir nombreux, mais... J'espère. Oui, comment vous définiriez ce film, finalement? C'est un film sur, justement, l'impossibilité de rester enfant? Non, c'est un film sur qu'est-ce que c'est le temps, c'est un film sur qu'est-ce que c'est un amour qui est vraiment très fort, et c'est aussi un film sur qu'est-ce que c'est la nécessité de joindre la sexualité et l'amour, c'est ce qui est un des grands devoirs des êtres humains, et aussi c'est un film sur la violence, parce que bien sûr la violence c'est aussi un élément de l'être humain. Alors c'est vraiment un film très compliqué, parce qu'il y a des grands thèmes, c'est le temps, l'amour, le sexe, la violence. Parce que la violence, vous considérez qu'elle est partout? Alors, il y a quelques mois, j'étais témoin à un moment où un clochard, il a demandé 50 centimes à quelqu'un qui avait un bras il était amputé d'un bras. Et tout d'un coup, il y avait une petite scène entre les deux, un dispute, et on est approché, on les a calmés un peu. Alors ils sont revenus, l'un vers sa chaise, l'autre il est parti. Puis il y avait encore une fois, le clochard, encore une fois, il a hurlé quelque chose vers le mec qui s'est levé, le battait dans la visage. Et quand le clochard il est tombé, he kicked him in the face, comme on dit-on. Après ce moment-là, le clochard était vraiment blessé, gravement même. Et l'autre, il était tout à fait agité. Il s'est assis immédiatement. Il a dit que, bon, il faut que lui, maintenant, il attend la police. Parce qu'il savait qu'il avait fait une agression très grave. Et après tout, il se révélait que c'était un mec qui était il est propriétaire d'une grande boîte de business consultant. Il est vraiment, c'est quelqu'un de très civilisé, mais de tout un coup, il avait un élément où et il m'a dit après que il savait que c'était faux. Comment dit-on, kick in the face? Mettre un point. Non, kick avec le pied. Ah oui, un coup de pied dans la figure. Kick, oui. Oui, et il savait que c'était faux, mais il a vu son corps faire ça. C'est ce qu'il m'avait dit. Et c'est ce que je veux dire, c'est que, évidemment, vivre dans une civilisation, ça veut dire ne pas utiliser la violence. Mais la violence est en nous comme un élément un peu étrange, un peu étrangère à nous-mêmes, et elle peut éclater à des moments qu'on ne prévoit pas. Et c'est ce qui arrive à Robert et Elena dans le film? Je pense que oui. Le moment de prendre Eric en otage, c'est un accident. Eric ne veut plus donner de l'alcool à Robert. Elena, elle veut aider à son frère d'avoir de l'alcool parce qu'il a besoin de l'alcool, évidemment. Et de tout un coup, ça explode. Mais le moment central, c'est que Eric, il commence de se défendre contre Elena. Elena, elle tombe. Robert, il voit ça et il va au secours de sa sœur. Et c'est son corps qui agit immédiatement. Il n'y a pas un moment de réflexion, il n'y a pas une décision. C'est que
il y a et dans le discours du film, on parle toujours de c'est ce que c'est le temps, c'est ce que c'est le passé, le futur. Comme être humain, on a très peu des moments où on est absolument dans le présent. Mais ça, par exemple, c'est un élément où Robert il ne réfléchit pas, il y a quelque chose qui arrive, c'est ce que lui, il fait, mais en même temps, c'est quelque chose qui lui arrive. Car qu'il est tout à la fois intérieur et extérieur à lui-même, c'est ce qu'on ressent, en tout cas en tant que spectateur. Ouais. C'est ça le présent. C'est ça le présent. Le problème, c'est que le présent et la conscience ne vont pas très bien ensemble. C'est pour ça qu'on va danser dans les clubs, qu'on va prendre des drogues, de l'alcool. C'est que l'être humain, on est privilégié d'avoir une conscience, mais aussi on ne supporte pas. On veut s'en débarrasser tout le temps. Si vous allez dans un restaurant, vous avez des milliers de bouteilles d'alcool. Pourquoi? Nous sommes les seuls animaux qui cultivent des plantes pour justement se débarrasser d'être un être conscient. Les autres ne le font pas. Tout à fait. Alors, je voudrais revenir sur la notion, moi je trouvais, en voyant votre film, que vous êtes un réalisateur total, puisque vous faites la direction de la photographie, le montage, la production, la mise en scène évidemment. Donc pourquoi vous ne travaillez pas avec des chefs opérateurs et des monteurs? Ça c'est intéressant de savoir pourquoi vous maîtrisez tout. Quel est votre rapport justement à ça aux techniciens, d'autres techniciens qui pourraient faire à votre place? Pourquoi c'est pas possible? Pourquoi c'est vous? Non, c'est possible. J'ai travaillé avec des très bons techniciens. J'ai travaillé avec Ito Steil comme opératrice. Anthony Dodd Mantle qui a fait Slumdog Millionnaire, il a fait son tout première fiction avec moi, Les Terroristes justement. Et alors j'aimais beaucoup travailler avec ces gens-là et on est encore très amis. Le problème c'est que moi je fais le cinéma que disons tous les 5-6 ans parce qu'il me faut tellement de temps pour faire le financement, pour faire le montage, etc. Ça veut dire que, par exemple, j'ai bien voulu que Anthony fasse aussi L'amour, l'argent, l'amour. Mais là, il était déjà devenu si fameux qu'il n'avait plus de temps. J'ai aussi demandé à Hito de faire L'amour, l'argent, l'amour, mais elle a fait petite partie dans ce film-là. Mais elle était déjà en train de monter sa carrière en vidéo artiste, etc. Alors le problème, c'est que quand on travaille que tous les 5 ans, les gens que tu as choisis pour le film avant, normalement, ils ont soit abandonné le business, soit ils ont fait des carrières vraiment impressionnantes. L'autre élément, et ça c'est plus important, c'est que je crois que tout art, quand on voit une pièce d'art et ça vous donne vraiment un choc, c'est vraiment fort, c'est parce que c'est l'écho, on ressentit le contact de l'artiste avec ce qu'il fait dans le moment de créer cette pièce d'art. Et avec le cinéma, si moi je fais un plan, j'explique à un opérateur de où mettre la caméra, etc., ça veut dire que je ne suis plus dans le moment sur le set. Parce que là, c'est comme si la caméra pour moi, c'est comme c'est comme dans la peinture, c'est un élément avec on travaille avec la caméra. Le moment où j'ai vu les acteurs et leurs actions, je sais exactement où mettre la caméra. J'y réfléchis pas du tout. Alors c'est pour ça que je peux pas l'expliquer à quelqu'un d'autre non plus. C'est comme quelqu'un qui fait un dessin, il va pas dire à un assistant s'il te plaît fais ces lignes là telle et telle manière. Soit on le fait, soit on le fait pas. C'est pour ça que j'ai décidé de prendre la caméra et j'en suis très heureux. Et pour le montage, là, c'est pas moi seul qui fais le montage. C'est aussi, je travaille avec un monteur, Hannes Brun, qui a fait le montage aussi pour La femme du policier. Mais même chose là, les décisions finales, les décisions sur aussi de passer par le cauchemar de faire des versions qui ne marchent pas, etc. Malheureusement, c'est quelque chose qu'on doit faire. Parce que c'est le contact avec le moment qui fait l'art. Alors quand vous êtes au montage, vous êtes toujours avec votre monteur à côté? Non. Ou vous le laissez faire?
Non, je lui laisse faire, mais aussi à un certain point, c'est moi qui continue le montage seul, peut-être. Non, on n'est pas dans le même lieu très souvent. Et oui, c'est vrai que la plus grande partie du montage, c'est moi, mais là, il y a au moins un correctif. Et j'ai des coproducteurs avec lesquels je travaille pour beaucoup des films qui me connaissent bien, qui vont visionner des versions, etc. Alors, c'est pas un travail tout à fait autistique. D'accord. Vous soumettez votre travail de montage à vos coproducteurs. Vous leur montrez. Oui, Et s'ils vous disent qu'ils ne sont pas d'accord, par exemple, qu'il faut... oh, ça marche pas comme ça. C'est pas, disons, un réalisateur, c'est pas un personnage auquel tu peux dire fais ça et il fera ça. C'est plutôt que je parle avec mes coproducteurs, avec les gens de la télévision, des distributeurs, de ce que j'ai fait. Et après, il y a quelques éléments de ce qu'ils disent qui me restent, qui sont des inspirations, et d'autres choses que j'ignore parce que j'ai l'impression que c'est pas important. Et très souvent, quand quelqu'un regarde un film qui est vraiment bon, il va dire là, dans cette scène-là, il y a un problème. Et très souvent, c'est pas dans la scène même que c'est un problème, mais c'est que la scène avant ou une scène 25 minutes avant crée un problème qui se montre après. Alors, mais ça, c'est très très bon d'avoir des gens auxquels on a confiance et avec lesquels on peut parler. Vous pouvez échanger sur le... Oui, c'est super important. Et justement, pour revenir sur le côté production du film, là, c'est votre première coproduction avec la France ou il y en a Non. L'amour, la joie, l'amour, c'était aussi une coproduction avec la France. Donc il y a Arte, c'est ça? Et il y a Arte, il y a dès l'amour. Alors pour les dernières 4 films, il y avait toujours Arte. D'ailleurs, Arte, maintenant, ils vont faire une rétrospective de moi dans la télévision. Olivier Père? Non, c'est côté allemand. D'accord, plutôt. côté allemand, d'accord. Mais Olivier Père aussi, il a invité ce film-là au festival Arte. Alors j'ai toujours travaillé, non, pour longtemps j'ai travaillé avec Arte et c'est la deuxième coproduction avec la France. Mais j'ai toujours des coproducteurs suisses. D'accord. Et qu'est-ce que vous pensez de cette coproduction franco-allemande, on va dire notamment sur ce film alors? Bon, c'était bien aussi pour s'échanger, pour parler avec Emmanuel Schomberger, et qui est un producteur très expérimenté. Et c'est né d'une autre idée. On s'est rencontrés au commencement, on a voulu faire ensemble un documentaire sur l'art, c'est ce que c'est l'art. Mais là, c'est un projet auquel je travaille encore, mais qui se changeait beaucoup parce que je ne suis pas arrivé à avoir une forme adéquate à ça. Et après, on a commencé de faire ça. Il a lu le scénario et ça lui a plu. Et à un certain moment, je pensais faire le film avec une casting franco-allemand, oui. avec Marine Wacht notamment. Mais je suis heureux que j'ai fait de telle manière que j'ai fait parce que pour le faire avec un mixed language cast, ça veut dire qu'on va tourner en anglais et on perd beaucoup de la vitalité des acteurs. Très souvent, ça arrive. Mais c'est pas la première coproduction internationale du tout. Et alors, donc j'ai vu, là vous allez faire l'ouverture du festival de Lucca en Italie. Vous allez recevoir un award pour toute votre carrière. Pour toute ma vie, oui. Mais j'imagine que c'est pas fini. Donc, quels sont vos prochains projets, Philippe? Il y a un changement un peu, c'est que, et ça c'est bien que ça se passe comme ça, c'est au même jour, le film sera montré à Lucca, mais aussi dans le Maxi, c'est ce qui est l'équivalent du Centre Pompidou à Rome, parce que d'une manière je change disons pour l'art contemporain, et maintenant j'étais aussi nommé professeur pour les arts contemporains dans l'Académie de l'art à Munich, pas du cinéma mais de l'art. Et ma classe, elle vient de finir la première exposition qui était très très bien reçue sur Artificial Intelligence, où il n'y avait pas du tout de cinéma, pas du tout. On a construit une toute petite boîte pour deux installations vidéo, mais tout le reste c'était la peinture, c'était les performances, c'était
autre chose. Et moi, pour le moment, je travaille sur les installations d'art et sur des expositions, des choses qui sont plutôt des dessins. Je les montré à Munich aux collectionnistes qui donnent un peu de support à l'Académie des Arts, qui étaient très impressionnés. C'est un système photographique, mais c'est ce qu'on voit, c'est vraiment plutôt un dessin qu'une photo, difficile à expliquer. Et ça, c'est ce que je ferai maintenant. Et je pense que très bientôt, il y aura une grande exposition à Rome. Nous irons la voir alors, avec plaisir. Mais ça, c'est très bien parce que, vous savez, le cinéma maintenant, il y a deux choses. Une, c'est que il me paraît que le cinéma a perdu un peu le public. Et que les choses plus intéressantes se passent dans les musées, dans les lieux de l'art contemporain. Là, il y a un public plus intelligent, plus intéressé, et aussi des objets qui sont vraiment importants. Et l'autre chose, c'est que la manière dont je travaille, ça veut dire toujours qu'on travaille pour un seul film, 7 ans, 8 ans, quelque chose comme ça. Et quand même, dans l'art, tu peux faire des choses beaucoup plus vite. Oui. Ça veut dire aussi que tu peux faire quelque chose qui n'est pas complètement abouti, mais ça fait pas grand-chose parce que tu peux faire une autre chose la semaine prochaine. Tandis qu'au cinéma, c'est un peu lourd le processus. Mais j'arrive pas à le faire plus vite, alors j'ai décidé de changer pour un moment. Et après, je reviendrai sur des documentaires peut-être. Des documentaires. Et est-ce que ça, justement, on parlait de réalité virtuelle un peu tout à l'heure, est-ce que ça vous intéresserait d'éventuellement appréhender cette nouvelle forme cinématographique de la réalité virtuelle qui est l'immersion et dans laquelle il y a justement aussi une part d'expérimental, l'art contemporain, enfin on peut, voilà. Est-ce que c'est une chose que vous envisageriez? Il y a très peu des œuvres dans virtual reality qui fonctionnent jusqu'au moment. Une de mes étudiantes là à Munich, elle a fait quelque chose de très beau, mais c'était vraiment une performance qui était transformée dans une virtual reality. On y peut faire des choses très très beaux. C'est évident que c'est tout un autre médium. D'une étrange manière, je pense que il y a des autres médiums nouveaux qui sont beaucoup plus intéressants, notamment l'artificial intelligence. Parce que si on regarde l'artificial intelligence pas comme un logicien qui sert à certaines fonctions, mais on peut aussi les regarder comme une propre nouvelle forme de l'art. Et ça, c'est intéressant. C'est vraiment, c'est un médium nouveau que peu de gens ont commencé de travailler avec ça. Il y en a. Une étudiante de nous, elle a programmé un film qui se change lui-même et qui durera 20 000 ans, avec une progression que personne ne peut prévoir parce que c'est l'artificial intelligence qui est en train de bosser indépendamment. Et là, il y a des choses intéressantes. Donc c'est quelque chose que vous allez explorer. Oui, je suis en train de faire ça. Vous êtes en train de faire. Vous êtes toujours dans l'avance technologique finalement. Ça vous intéresse de voir tout ça? Ça m'intéresse, oui, parce que c'était la même chose pour le grand silence. C'était le moment où le HD sortait. Et là, c'était un moment où Sony, ils ont dit que pour utiliser la HD Cam, tu as besoin d'un ingénieur, etc. Et c'était moi et Lars von Trier et George Lucas qui ont fait les premières productions, vraiment grandes productions en high definition. Et tout le monde me disait, mais tu ne peux pas tourner en high definition parce que tu ne le comprends pas. Mais moi, je dis, bon, après tout, c'était une caméra comme tous les autres. Et je vais faire je vais la prendre pour une journée, pour essayer, pour 2 heures. Et après, soit je peux travailler avec ça, soit non. Parce qu'il faut savoir que la perception du spectateur, ça se développe très vite.
Alors, c'est totalement idiot d'avoir une nostalgie, de dire que bon, on va continuer de tourner sur 16 mm. Oui, c'est une nostalgie qui est très belle, mais ce n'est que pour le moment. À ce moment-là, c'est très fashionable de faire un 16 mm, mais dans 2 ans, 3 ans, ça ne sera pas grand-chose. Alors, quand tu fais du cinéma, il faut savoir que les films, ils restent. C'est pour ça qu'il faut être, point de vue technique, il faut vraiment être à l'avance. Bon, ben, on va conclure 45 minutes d'interview. Donc, juste pour rappeler que le film sort donc, à Paris le 27 mars au Saint-André des Arts. Donc, que le public vienne nombreux découvrir ce très très beau film qui, en tout cas, moi, m'a énormément plu. Donc, les spectateurs, j'espère aussi, auront le plaisir de se plonger dans cet univers poétique, en effet. Oui, c'est poétique, ça c'est bien, c'est vrai. Vraiment poétique. J'espère aussi que les gens viendront. Et puis, ils peuvent vous retrouver donc au Festival de Lucca en Italie et donc aussi à Rome. Et puis, on peut suivre votre actualité, j'imagine, sur votre... Vous avez un site internet Non, je ne l'utilise pas. Pas du tout, donc on vous suivra. De toute façon, oui, vous donnerez des nouvelles. Oui, voilà. Il y a des distributeurs qui ont leur site. Voilà, vous donnez des nouvelles de votre très beau travail. Voilà, bah, merci beaucoup Philippe. Merci à vous. Excusez mon français. Non, votre français est excellent par rapport à mon allemand qui était inexistant. À bientôt. À bientôt.